Bienvenue à la Journée mondiale de l'art sous le haut patronage de l'UNESCO avec moi, des artistes, des art thérapeutes pour discuter de l'importance de l'art dans le rapport à la thérapie, le rapport à l'engagement sociétal de l'éducation à la paix. Avec moi, j'ai la chance d'avoir Kutsi Erguner qui va discuter avec moi de son travail en tant que musicien. Alexandra Zimret qui, en direct de Johannesburg, nous parlera aussi du rapport à l'art plastique notamment. Nous avons Yves Dana qui, lui, parlera plus de la sculpture. Franck Laloux, calligraphe, qui nous parlera aussi de ce rapport du beau et de l'engagement. Enfin, Bouchra Benyeza, qui est responsable dans ce centre psychiatrique universitaire à Casablanca, qui nous parlera de ces nouvelles techniques pour appliquer l'art et la thérapie. Merci à vous tous. Je vous propose de faire un premier tour de table, on va dire virtuel, pour mieux vous présenter que ce que je n'ai fait et nous dire en quoi est-ce que votre métier touche à cette notion d'art et de dignité humaine. Kutsi, on vous écoute. Oui, ben écoutez, je suis musicien, comme vous avez dit, et pour moi, l'art se définit comme la connaissance de bons rapports ou avoir le goût de bons rapports entre les choses. Donc, la musique, je peux le définir en tant que un bon rapport entre le son, mais on peut étaler ça dans tous les domaines parce que le bon rapport fait de l'homme équilibré, harmonieux avec lui-même et harmonieux avec son entourage. Donc, je pense que la musique a aussi un rôle dans ce domaine comme tous les autres arts. Alors, vous êtes artiste de l'UNESCO pour la paix et vous travaillez en particulier avec un public autiste, c'est ça? Euh, enfin, il y a eu des expériences comme ça, mais je pense que l'homme, il est déjà, même sans être défini comme autiste, on a été tous un peu autistes parce qu'on est un peu égocentriques tous. Donc, la musique permet aussi de s'ouvrir à son entourage et communiquer d'une manière beaucoup plus riche, et beaucoup plus directe. Et la musique, je pense que c'est une occasion pour pousser dans ce domaine. Merci beaucoup. Alexandra, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, oui bien sûr. Donc je suis Alexandra, je suis française, j'habite en Afrique du Sud depuis maintenant 7 ans. Je suis art thérapeute et ce qu'ils appellent ici Community Art Counselor. Donc c'est une discipline de conseil en art spécifique dans le social action and community work. Je travaille donc ici dans ce contexte sud-africain, notamment avec des médiums d'art plastique et peu de médiums, surtout parce que pour un manque de moyens qui est assez caractéristique de là où je suis, on a souvent des crayons de couleur, des feutres, de la peinture à l'eau, des pastels quand on a de la chance. Et on fait du collage, donc c'est assez basique, mais ça suffit. On pourrait même faire avec moins. Euh, et je travaille surtout avec des personnes âgées, donc dans une maison de retraite, et avec des adolescentes enceintes qui ont été victimes de violences sexuelles ou divers abus. Donc pour moi, l'art, c'est avant tout leur donner une plateforme, en fait, où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent choisir. Ce sont des personnes qui sont extrêmement vulnérables, qui ont, pour diverses raisons, on leur a enlevé la possibilité de choisir, qui ont perdu le contrôle de leur vie, que ce soit en raison d'un âge avancé ou en raison des expériences traumatiques. Et l'art, c'est leur donner un petit peu cet endroit où ils peuvent avoir une voix, où ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire, ne pas dire s'ils ne veulent pas dire, utiliser ce qui est à leur disposition, choisir. Donc pour moi, c'est un petit peu ça, c'est leur redonner cet endroit où il y a comme une restauration, en tout cas momentanée, de la dignité, qui revient par avoir le choix. Donc, cette possibilité du choix par l'art. Merci beaucoup, Alexandra. Yves, vous l'avez, ce choix par l'art, et vous le montrez grâce à la sculpture. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, bonjour, je suis Yves Dana, j'habite à Lausanne et un petit peu en Toscane aussi où j'ai un autre atelier. Je suis né en Égypte et notre famille a quitté pour la Suisse dans les années 60. J'ai commencé très tôt la sculpture et au fond j'ai toujours aimé travailler avec mes mains et parce qu'avec les mains, les idées suivent les mains au fond. Les mains sont intelligentes, elles arrivent à concevoir des choses. Au fond, ça permet d'avoir une pensée qui n'est pas que dans la tête. Et c'est pour ça que j'aime la sculpture. C'est comme une sorte de danse et d'harmonie. J'aimais beaucoup ce qu'on a entendu sur la musique au début de l'entretien. Relier les choses et donner une belle proportion à des choses qui sont au départ disparates ou qui n'ont pas un lien très apparent. Donc la sculpture permet de chercher, surtout de chercher. On trouve parfois des choses, mais surtout le goût de la recherche qui me plaît. Merci beaucoup. Cette notion de recherche que permet l'art, on le retrouve avec la musique, on le retrouve avec ce que Alexandra disait, hein, cette capacité de choix. Franck, dans votre art de calligraphie, là aussi, eh bien, on a à un certain moment le trait qui va s'arrêter pour pouvoir choisir sa direction. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, mais je suis Franck Laloux, je suis écrivain et calligraphe. Pour moi, ces deux disciplines sont indissociables. Je ne pourrais pas être que calligraphe parce que le trait calligraphique est nourri par toute une culture, une sagesse plusieurs fois millénaire. Et la philosophie que j'enseigne et aussi sur laquelle je m'appuie pour écrire mes livres est basée sur toute cette connaissance que je peux avoir grâce au travail de la main et du corps sur le signe. Et là, je rejoins assez Dana, puisque un philosophe, pour moi, ça ne suffirait pas. Et tous les grands lettrés, soit chinois, arabes, ont toujours été calligraphes et érudits, parce que il faut un contrôle par le corps. Et une pensée qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas validée par le contrôle du souffle, de la respiration, le contrôle de la concentration, quelque part n'a pas de poids pour moi. Donc il faut toujours accompagner une discipline intellectuelle comme la mienne quand j'écris des livres, mais aussi par une discipline corporelle implacable qui est la calligraphie. Et donc la calligraphie pour moi est une. Je ne vais pas utiliser le mot thérapie qui peut être souvent on l'utilise à titre abusif ces temps-ci, mais par le souffle, la concentration qu'elle apporte permet le calme intérieur, permet une reliance, une liaison avec l'objet de mon étude, qui est toujours avec la substance, hein, parce que je suis un philosophe spinozien, et permet d'établir un vide qui va me donner une sérénité de façon à mieux vivre et à mieux analyser ce qui m'entoure, le monde qui m'entoure, grâce à la concentration que me permet la calligraphie. Donc, on a ce rapport entre l'intellect et le corps. Et vous parliez, Franck, de cette notion de thérapie. C'est vrai que quelquefois, on utilise de façon abusive. Ce n'est sans doute pas le cas pour Bouchra Benyeza. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire justement l'art-thérapie? Comment est-ce que vous l'utilisez? Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Moi, c'est Bouchra Benyeza. J'ai créé la première unité d'art-thérapie au Maroc dans un hôpital psychiatrique. En fait, vous parlez de dignité et j'ai compris qu'à travers l'art, à travers la créativité, les personnes souffrant de pathologies mentales pouvaient s'exprimer et en fait, c'est leur inconscient qui s'exprime. En sachant qu'au centre psychiatrique universitaire, puisqu'il est universitaire, il y a des recherches, on a pu observer durant ces 14 années que l'art avait sa place puisqu'il permettait aux patients, même les plus réticents, ceux qui ne voulaient pas s'adresser aux médecins, puisque nous, on reçoit, en fait, on est le pompier de la psychiatrie au Maroc, on reçoit les thérapies lourdes, et en installant cette unité, et à travers la créativité, il s'est avéré que le patient, quelle que soit sa pathologie, pouvait dire les choses à travers l'écriture, le dessin, la calligraphie, pouvait exprimer des choses, ce qui lui permettait, à l'époque il lui permet toujours, au fur et à mesure qu'il exprime et au fur et à mesure que les séances se déroulent, il y a un insight, un retour sur la situation. Donc,
la dignité est retrouvée, puisque à travers aussi la créativité et l'art-thérapie, on les valorise, je les valorise. Ils font du beau à leur manière, ils font du beau, donc ils ont le regard des autres patients, des médecins, etc. Donc on restaure aussi l'image et l'estime de soi, donc la dignité. Et voilà. Donc ça dure depuis 14 ans, une belle aventure qui a été d'ailleurs inaugurée et la reconnaissance royale, on peut le dire, et la reconnaissance nationale. Alors justement, je suis en train de pouvoir montrer cette vidéo qui est incroyable, qui est donc la visite de Sa Majesté, le roi du Maroc, dans votre unité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien, oui, en fait, c'était vraiment une expérience assez extraordinaire. Donc, Sa Majesté a créé un centre et il a mis la place à l'art-thérapie. Et donc, voilà, que je préside. Donc là, vous voyez, il découvre, en même temps, il connaissait à travers mon travail, il découvre comment se déroulent les messages, le message qui est donné à travers l'art-thérapie. Voilà, donc c'était un moment très, très, très important parce que à partir de ce jour-là, à partir de cette visite, il y avait le avant, l'art-thérapie, et maintenant l'art-thérapie qui fait partie du soin. Et c'est ça qui est très important. L'art est thérapeutique à sa place dans le soin, psychiatrique en tout cas. Merci beaucoup. Kutsi, Erguner, on aimerait pouvoir euh, avoir des explications sur certaines images qu'on a pu voir, en particulier des images avec bien l'instrument dont vous jouez. Je vais vous montrer par exemple cette photo qui nous permet de pouvoir comprendre votre démarche. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, on voit qu'il y a beaucoup de vidéos quand on fait des recherches sur vous, on voit que vous êtes toujours avec cet instrument. Est-ce que vous pouvez nous dire justement, Franck parlait de souffle, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que cet instrument aide justement dans le rapport à l'autre, dans le rapport à l'art? Oui, et avant, je voudrais expliquer un peu comment ça s'appelle cet instrument. Il s'appelle le ney, qui est une flûte en roseau. Alors, c'est très connu actuellement aussi dans le monde arabe et dans le monde musulman, ce qu'on appelle le soufisme. Donc, une des personnalités les plus importantes, c'est Jalaluddin Rumi, qui a vécu au XIIIe siècle en Turquie. Et donc, il a fait une œuvre poétique, disons, et une œuvre de sagesse qui s'appelle le Mesnevi, qui commence avec un couplet en désignant cette flûte, en faisant une sorte de métaphore entre l'être humain et la flûte en soi. C'est-à-dire parce que le roseau, avant qu'il soit pas nettoyé à l'intérieur, on ne peut pas faire de son. Donc il faut qu'il soit nettoyé dedans pour qu'on puisse jouer. Et donc, c'est pour dire qu'en fait, la musique dépend aussi d'une inspiration plus élevée que disons, la nature ou les instincts de l'être humain. Donc, c'est d'où vient cette idée que le ney et l'écoute de ney, c'est une méditation nécessaire pour trouver un équilibre entre le dedans et le dehors de l'homme. Donc, et aussi d'être ouvert à une inspiration plus élevée que nos instincts, nos problèmes naturels que nous avons chacun. Donc, c'est pour ça que le ney a été toujours écouté dans un contexte méditatif et provoquant un rappel, parce que qui dit la musique aujourd'hui sert beaucoup de fois à oublier, je ne sais pas ce qu'il ne faut pas oublier, mais disons, dans ce contexte de ce qu'on appelle le tasawwuf en arabe, la voie de sagesse de l'islam, et provoque plutôt un rappel, et qui est d'ailleurs une chose à souligner parce que on fait, c'est-à-dire dans beaucoup de langues, il y a l'éternité qui est dans le futur, mais il y a aussi une éternité dans le passé. Donc, on pense que l'homme
avait un état tellement harmonieux dans l'éternité du passé qui s'est déséquilibré dans la vie de ce monde. Donc, la musique le rappelle cet état harmonieux et pur d'une éternité de passé. Évidemment, tout ça, ce n'est qu'une spéculation poétique et métaphorique, mais je pense que ça, une réalité, je connais par expérience, et d'ailleurs même beaucoup de fois, comme j'étais au début en France dans les années 70, et dans la maternité de mes enfants, on mettait des enregistrements de moi pour faire dormir et calmer les enfants. Et donc, ça a un effet, c'est sûr, et le théoriser et le rendre explicable pourquoi, c'est encore une autre question. Je pense que c'est plutôt le travail de ceux qui travaillent sur la psychologie, l'état d'âme nous, les artistes, on provoque ça. Mais les conséquences à étudier, c'est pas à nous, je pense. Intéressant. C'est très intéressant. C'est vrai que là, on a trois artistes. Bon, Alexandra aussi en études, mais Alexandra se positionne aussi comme art thérapeute. Donc, on a deux penseurs, on va dire, de l'art, et puis trois artistes. Alexandra, justement, est-ce que vous pouvez nous partager certaines œuvres qui ont été faites dans le cadre de vos accompagnements? Oui, avec plaisir. Alors, je voulais juste rebondir sur aussi ce que Bouchra avait dit par rapport au fait de voir la personne et de redonner cette dignité dans le fait d'être vu. Et c'est pas juste au travers de la création, mais au travers de pouvoir montrer, de pouvoir être validé. C'est extrêmement thérapeutique et je pense que ça fait partie partie de la thérapie. Donc j'ai trois images à vous montrer. La première, c'est une réponse artistique. Donc, en tant qu'art thérapeute, on fait souvent des réponses artistique de nos ressentis après une rencontre avec des clients, avec des patients. Donc ça, c'était une réponse artistique qui avait été faite après une séance avec une jeune fille qui avait été extrêmement maltraitée. Et ça avait eu un énorme impact, un très dur impact sur moi. Celle-ci, pardon. Celle-ci, donc ça, c'est mon propre travail et j'essaye, enfin, c'est pas que j'essaye, c'est qu'il y a de la place à la colère, il y a de la place à l'incompréhension de ce qui se passe, on dirait un petit peu des monstres, on comprend pas trop ce qui se passe, c'est assez, il y a eu beaucoup de violence quand j'ai fait ces images et en même temps, en tant qu'artiste, en tant que femme, laisser la place aussi pour cultiver la douceur, la féminité, cette partie de moi que je veux pas oublier. Et aussi en tant que thérapeute, ne pas rester juste dans la colère, ne pas rester dans la frustration et ne pas rester juste dans la frustration, dans l'incompréhension. Mais aussi toujours de nourrir ce côté empathique, ce côté doux, ne pas l'oublier. Donc, c'était les trois images que je voulais vous montrer. Et je pense que la dernière pensée que j'avais, que je voulais partager de cette expérience en général, c'était que la résilience était contagieuse. Et ça a été enfin, pour moi, c'est une des choses les plus merveilleuses de ce travail. Merci, merci beaucoup. Alors, on voit que l'art aide à encadrer, mais l'art aide aussi soi-même à pouvoir, d'une certaine manière, se superviser soi-même. Alors, Yves Dana, on voulait aussi montrer quelques-unes de vos œuvres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les techniques que vous utilisez, notamment pour ce style de structure, avec une sculpture qui va plutôt être montrée vers le haut. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le matériau, comment est-ce que vous travaillez?
Bon, alors là, c'est des pièces assez anciennes, hein, soit en fer, soit en bronze, hein. Donc, c'est des pièces pour les bronzes. Il y a d'abord ça, c'est des pièces en fer. Au fond, j'ai beaucoup aimé travailler le fer aussi, parce que le fer, il y a un rapport très. Il faut travailler avec le fer, comme il est beaucoup plus dur que nous. On peut pas lutter contre le matériau. Il faut travailler avec, hein. Je entends Franck là, ce qu'il disait Franck de la pensée, de l'accompagner par la main et par une action. Voilà, il y a une pensée qui vient à travers le matériau, que ce soit de la pierre, là, pour la pièce qu'on a maintenant, ou pour les bronzes. Au fond, il y a différentes techniques. C'est peut-être difficile d'entrer en matière là, parce que voilà, c'est différentes choses. Mais c'est surtout ce rapport entre la tête et les mains qui est le plus passionnant dans la sculpture. Merci beaucoup, Franck. Montrez également votre travail. Alors, à chaque fois, excusez-moi, messieurs, ce sont des choses qui ne font que l'objet de bribes de ce que vous Bien savez sûr. faire. Ce qui est pas mal, ce serait je viens de t'envoyer une petite vidéo et qui sera parlante aussi sur ton mail. Très bien. Eh ben, écoute, on va voir si on aura la possibilité de la montrer. Est-ce que, pour l'instant, vous pouvez nous expliquer un petit peu les techniques que vous utilisez? Mais moi, la textique, c'est très simple. La calligraphie est un arte povera. C'est un art pauvre. C'est-à-dire qu'avec très peu de choses, là où je n'ai qu'à me retourner, et très peu de choses, des choses aussi vulgaires que ça, vous voyez, des spatules trouvées chez Leroy Merlin et un petit peu de feutrine, je dois faire du papier, de l'encre. Et c'est un petit peu comme le ney de notre ami musicien. Il y a un célèbre sage, je crois que c'est un sage soufi, qui dit avec le roseau de la flûte, on peut faire le calame du calligraphe. Alors c'est très parlant parce que la calligraphie, c'est de la musique. C'est du rythme, un temps faible, un temps fort, le plein, le délié, le souffle. Et c'est vrai que j'ai déjà travaillé avec des musiciens turcs qui avaient des ney. Et donc c'était très proche, la calligraphie, parce que il y a un avant le trait, il y a un pendant le trait et un après le trait. C'est-à-dire que là, notre ami, le flûtiste Ney, donc de Ney, parle d'éternité. Effectivement, on a confondu éternité avec le futur ou le passé. Moi, je pars que l'éternité, c'est ce qu'on appellerait le présent. C'est-à-dire que grâce à l'art, on peut faire une percée dans l'éternité. C'est-à-dire que l'éternité, elle est là tout de suite. Et la calligraphie permet de susciter une présence extraordinaire qui permet d'être non pas dans le présent qui était prôné par les hippies des années 70, non, c'est une percée vers cette substance, vers cette éternité. Et donc, dans ce sens-là, la calligraphie est une sorte de thérapie philosophique et non pas médicale, parce que je ne suis pas dans la thérapie médicale, dans le sens grec de l'art, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de nous relier à et je reprends encore le terme de notre ami le flûtiste de Deney, c'est une mémoire de quelque chose qui est immédiat. Et Platon pourrait appeler ça aussi des réminiscences, c'est-à-dire que la calligraphie nous permet de nous relier à quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus universel, mais on peut utiliser la musique comme notre ami, on peut utiliser la sculpture et tous ces arts majeurs, parce que pour moi, l'art n'est pas une distraction. La musique, je suis un très grand amateur de musique, et la musique n'est pas une distraction, c'est pour ça que j'en écoute très très peu. Quand je l'écoute, je suis là. C'est l'art d'être là. Et la calligraphie, noir sur blanc, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des sbroufs avec des couleurs ou avec des petites décorations. C'est l'art d'être ici et pour moi, c'est la thérapie qui nous permet d'aller au-delà du psychologique, d'aller dans le philosophique. Merci beaucoup, Franck. Et on va terminer cette table ronde. Bouchra, quel est votre message? On montre une des images de vos ateliers. Quel est votre message pour cette journée mondiale de l'art? Qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent de votre intervention aujourd'hui? Eh bien que l'art doit être une discipline qu'on doit rendre accessible dès l'enfance, que tout âge, toute personne doit trouver
une façon de s'exprimer. Et cette sensibilité à l'art développe pour moi, une sensibilité à l'autre, une sorte d'humanité. Et je le vois à travers même les médecins, puisque j'enseigne l'art-thérapie aux médecins externes. Et je réalise qu'à travers, alors qu'ils n'ont jamais étudié l'art, quand ils viennent, quand ils savent qu'il y a les séances d'art-thérapie, de cours d'art-thérapie, il y a une part d'eux, et c'est très souvent la part la plus enfantine, qui s'exprime, et il y a de la joie, et tous unanimement expriment le regret de ne pas avoir eu accès à l'art petit. Voilà. Et donc, il n'est jamais trop tard, ils y ont accès beaucoup plus tard. Mais mon message, c'est que l'art doit être enseigné et mis à disposition de tout être humain dès l'enfance. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Bouchra. Koutsi, un message très court pour cette journée mondiale de l'art. Oui, ben, écoutez, on a parlé du temps présent, du passé, du futur, etc. Mais on oublie une chose, il y a un savoir-faire aussi. L'artiste, il doit aussi apprendre certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a la sensibilité qui se joint à une possibilité d'expression. Et pour ça, il y a quand même un héritage immatériel et matériel qu'il faut quand même aider aux jeunes, aux enfants, à ceux qui ont besoin et qui sont sensibles à l'art, aussi à découvrir ça. C'est-à-dire on ne peut pas seulement travailler sur une spontanéité pour aider aux gens à s'exprimer. Donc, il faut aussi un langage à apprendre et ce qui fait que l'art devient disons, une partie de civilisation que j'appelle le nectar d'une civilisation et que nous avons besoin de ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a à ce niveau un problème parce qu'on vit à une époque assez compliquée et tout à fait différente du passé. Et de faire ce pont entre le passé et le présent, et je crois aussi c'est un devoir de l'artiste et qui est utile pour les gens qui vivent de notre époque. Merci, Koutsi. On va continuer dans le nectar. Alexandra, très rapidement, un message pour notre journée mondiale de l'art. Alors, très rapidement, donner l'accès. Donner l'accès. Donner l'accès. Et faire comprendre pour moi que l'art, on a besoin de rien, en fait. On a besoin de rien. Ça commence par le corps, ça commence par l'intérieur, ça commence par un ressenti, ça commence par la connexion à soi et juste de donner l'accès. Merci beaucoup, Alexandra. Yves, un mot de la fin. Oui, voilà, le mot de la fin. Ça permet de voyager et j'aime aussi l'idée de la discipline. C'est aussi une chose qui doit être nourrie et par un effort personnel. Au fond, l'art n'est pas une chose qui tombe du ciel. Je pense qu'elle a une grande appréhension, enfin compréhension des matériaux et de la discipline personnelle. Merci beaucoup, Franck. Très rapidement, un dernier mot. Oui, bien sûr. Mais écoutez, je rejoins les deux artistes, hein, le flûtiste et Dana. Je reprends la formule de Deleuze quant à la philosophie, il faut du temps. Alors certes, il y a un accès qui peut être spontané et rapide et nécessaire, mais je vois à travers la discipline que je mène depuis 50 ans, pour comprendre certaines choses, il faut du temps, mais la joie, elle est au début, au milieu et à la fin. Très beau. Merci, vous nous avez donné beaucoup de joie. À très bientôt à vous. Merci.